with two projects. Nous allons maintenant entendre la présentation de deux projets. Présentation du challenge Saint-Éole 2008 avec Philippe Potier. Et nous aurons aussi la présentation du projet Hands Free Hectare avec Richard Green parmi les participants à ces projets. Veuillez nous rejoindre ici sur scène. Okay. Okay, so please have a seat. Maybe we'll begin with the Saint-Éole project. Are you okay? Bonjour. Bonjour à tous. C'est parti. Alors, on va faire une présentation commune avec Christophe Aubé, cofondateur de la start-up Agriculture, et moi-même, Philippe Potier, responsable du pôle de développement au travail du sol semis au sein de Kuhn. Alors, il y a eu plein de choses qui ont été dites dans la matinée, dans la journée. On ne va pas forcément revenir sur des points qu'on a pu aussi nous citer. Qu'est-ce qu'on va retrouver quand même, qui est la particularité, c'est que, on est tous d'accord, moins en moins d'hommes. Donc, les années 90, des hommes, du matériel. Les années 2020, on va dire, on est peut-être à une parité, mais on sent déjà dans tous les discours que la partie humaine liée au monde agricole devient de plus en plus rare. Et donc, 2050, probablement de pire en pire. Ce qui augmente parallèlement à ça, c'est le nombre de personnes sur la Terre, le nombre de personnes à nourrir, et forcément, on va dire, améliorer à la fois en termes de volume, mais aussi en termes de qualité. On a pu le voir tout à l'heure par rapport à des revendications de certains, améliorer la qualité de ce qu'on va produire au niveau de la nourriture. Partant de ce constat, partant d'un autre constat qui a été comment les agriculteurs ont solutionné et comment nous, on va dire, les fabricants de machines agricoles, on les a aidés à solutionner une première part de complexité liée à la partie manque de main-d'œuvre. On est quand même passé d'engins, si je prends l'engin qui est la troisième image en partant de la gauche, d'engins, on a cumulé les opérations avec un tracteur, avec une machine, mais en cumulant ces opérations, comme par exemple ici dans le semis, on a alourdi les engins. Un thème de ce matin, la pression au sol, le tassement des sols, et ça c'est assez flagrant. Donc on a une évolution là sur les différentes décennies, et notre idée a été de dire revenons alors, à l'homme, à la Marianne de base, peut-être revenons à des valeurs de tassement de sol qui se rapprochent de ce qui se faisait il y a un petit siècle, entre guillemets peut-être, mais revenons à quelque chose de cohérent, dans le but de baisser le poids des machines qui vont intervenir dans le champ, pour préserver, on va dire, la partie sol, nos vers de terre, nos amis les vers de terre, et tout ce qui va aller avec. Premier constat. Deuxième constat, si on regarde la partie travail du sol, semis, comme on a pu le voir précédemment, on s'est aventuré sur ce qu'on a appelé un challenge, donc en partenariat avec Agriculture. Ce challenge a été de semer, mais plus que de semer, de faire un itinéraire complet, cultural, au niveau de la culture de maïs. Ça veut dire le travail du sol, donc la préparation du sol, le semis et la fertilisation, la pulvérisation, le binage mécanique et une fertilisation post-levée. De là, notre cheval de bataille a été le semoir. Vous verrez après, je vous montrerai l'équivalent de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans cette ferme normalement. Donc le semoir a été notre engin de base. Donc ce semoir, il avait des spécifications en termes d'effort de traction, en termes de capacité de trémie et en termes d'effort, on va dire, global de l'outil. De ce semoir, on a défini une plateforme motrice. D'accord ? Ensuite, on a fait évoluer les outils, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans une ferme où on va dire on va avoir un tracteur de 120 chevaux, et on va avoir différents outils qui ne vont pas forcément être adaptés à ce tracteur. La pulvée, j'aurais pu avoir un tracteur de 80 chevaux. Le travail du sol, j'aurais pu avoir un outil plus grand, mais je suis limité avec mon tracteur. Ou alors je vais avoir encore un plus gros tracteur. Nous, on a raisonné dans l'autre sens en disant adaptons les outils
par rapport à un outil maître, adaptons les outils à cette plateforme. Alors, qu'est-ce qui nous a permis aussi d'adapter ces outils? C'est qu'on s'est dissocié du guidage. La culture en rang impose, quand on repasse dans les rangs, hein, de devoir être précis et d'être, on va dire, à des précisions de 2, 3, 4 cm. Et ça, on peut se l'imposer si on a une technologie, on va dire, de guidage performante et idéalement, parce que l'homme, qui, on va dire, permet aux engins de rester dans ces technologies. Donc, on a pu dissocier de 3 rangs de semis à 5 rangs pour le travail du sol, à 9 rangs pour la pulvérisation et à 6 rangs pour la fertilisation post-levée. Alors, je le dis, ce challenge, il nous a aussi servi, à nos deux structures, de tester la technologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'agriculteur n'aurait peut-être pas intérêt à aller jusque-là, mais peu importe, dans notre challenge, nous avons souhaité pousser, on va dire, le vice pour savoir où pourraient être demain les limites de ces technologies-là. Et on arrive typiquement à qu'est-ce que notre agriculteur aurait fait sur cette parcelle de 50 hectares. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en 2015? Donc, première image à gauche, le travail du sol, le semis et la fertie combinés, la pulvérisation, le binage mécanique avec potentiellement ce qu'on appelle un désherbinage, donc on va biner uniquement sur le rang. Et dernière étape qui va pouvoir être la fertie post-levée en fuite et non pas en plein pour optimiser, on va dire, les rendements. Et ben nous, on a dissocié. Donc, on va partir du bas à gauche avec le travail du sol, deux robots de 5 rangs, 10 rangs. Voilà. La fertilisation et le semis, qui sont les deux étapes suivantes, mais avec un seul robot qui va fertiliser, qui a 5 rangs, et 2 robots en haut à gauche de 3 rangs, donc qui fait 6 rangs, qui sont équivalents à ce que l'agriculteur avait aujourd'hui, qui est un tracteur de 100, 120 chevaux avec un semoir de 6 rangs. Et ensuite, on va dérouler avec la pulvérisation, le binage et la fertie post-levée. Ce qu'on n'a pas indiqué ici, c'est qu'en amont de ce challenge, on a fait cartographier avec un partenaire toute la partie sol et toutes les opérations liées, on va dire, à la fertilisation au semis ont été traitées par de la modulation. Donc on a pu utiliser une carte et injecter cette carte dans toutes les opérations pour optimiser, on va dire, chacune des actions. Alors, c'est beau de vouloir mettre plusieurs robots sur une parcelle, c'est beau de vouloir faire un itinéraire complet. Le problème, c'est comment on fait pour que des robots autonomes réalisent une opération sans se télescoper. Comment on fait pour avoir des robots qui vont atteindre un certain débit de chantier parce qu'on a des fenêtres météo, on s'inscrivait dans la vraie vie, on avait 50 hectares à couvrir, et donc on a dû garantir le maximum de performance tout en garantissant le maximum de sécurité. Et alors, on a imposé aux robots qu'ils communiquent énormément entre eux. Communiquer, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a plusieurs robots sur la même parcelle, s'ils ne communiquent pas entre eux, s'il y en a un qui est bloqué, s'il y en a un qui n'arrive pas à faire une opération, si l'autre ne peut pas prendre le relais, alors on va perdre en performance. Et de la même manière, quand on a plusieurs robots qui vont travailler ensemble, si on n'a pas ce qu'on a appelé un superviseur qui permet d'allouer des parties de la parcelle à chaque robot, alors on va perdre en performance. Donc, il fallait que nos systèmes ils soient ultra communicants, de telle sorte que, à chaque moment, les robots sur la parcelle communiquaient entre eux pour garantir déjà la sécurité entre eux, mais aussi la performance pour réaliser les opérations agricoles. Par ailleurs, chaque robot, pour qu'il sache exactement où aller, on avait défini une carte de tous les sillons de la parcelle. Ça permettait de dire au robot de foncer jusqu'au sillon qui devait couvrir, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On avait un historique de tous les sillons qui étaient travaillés et on cochait à chaque fois, très bien, il a fait les 3 premiers sillons, pouf, on passe à d'autres sillons. Et ça permettait, avec plusieurs robots, de garantir qu'on était capable de couvrir rapidement et efficacement toute la parcelle. Par ailleurs, pour avoir un système le plus sécure possible, il fallait que les robots soient quand même maîtres de leur sécurité. Et donc, on avait équipé nos robots d'un certain nombre de systèmes pour garantir la sécurité des personnes vis-à-vis du robot et des robots entre eux.
système relativement simple où le robot, mais on l'a déjà montré avec Kubota ce matin, c'est à peu près la même chose. Le robot va ralentir dans un premier temps quand les obstacles sont relativement loin et stopper pour éviter toute collision, même avec les petits lapins. Avant de vous montrer une petite vidéo qui va réveiller un petit peu tout le monde, avant de vous montrer une petite vidéo qui va être le résultat du challenge, hein, rien de tel qu'une vidéo concrète, je voulais revenir sur quand même un point. C'est qu'en fait, on a entendu dans les différentes interventions de ce matin des infos comme quoi l'agriculture allait bouger. Alors l'agriculture pouvait bouger au niveau des parcelles, les itinéraires pourraient potentiellement bouger en fonction des outils disponibles. Dernièrement, avec l'exposé de John Deere, le fait de dire que le tracteur pouvait aussi bouger. Est-ce qu'il deviendra encore tracteur, hein? Est-ce que ça sera encore un tracteur avec des outils intégrés, des choses comme ça? Donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses. Et concrètement, dans la gamme Kuhn, nous avons bien les différents outils qui nous ont permis de faire ce challenge sur des machines. Mais quand on les pose sur une plateforme, on va dire, motrice, eh ben, il va falloir leur mettre beaucoup plus d'intelligence que ce qu'ils ont aujourd'hui. L'exemple a été cité de dire, si mon semoir à éléments, la cellule qui détecte le passage de graines ne voit plus de cellules, ne voit plus de graines, eh ben, il va falloir intervenir. Ça veut dire, je stoppe le robot. Premièrement, j'envoie un SMS. Tout à l'heure, on parlait de robot de traite. Il y a exactement le même système. Quand un robot de traite, on va dire, identifie une vache qui ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il envoie un SMS à la personne qui manage la ferme et cette personne va décider de ce qu'elle doit faire. Là, on va typiquement être dans ces infos. Donc ça veut dire que tous ces outils, ils doivent être beaucoup plus intelligents que ce qu'ils sont aujourd'hui potentiellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas le regard de l'homme pour adapter la vitesse, l'engin, l'arrêt, etc. Donc on va retrouver tous ces outils. Donc vous allez voir dans le film, il y a différentes plateformes. Au final, sans dévoiler de secret, on avait 3 plateformes, donc 3 robots qui ont servi à faire les différentes opérations. On a eu pendant un moment une période où il y avait bien 3 robots, on va dire, fonctionnels dans la parcelle. Je reviens aussi un petit peu sur le nombre d'hectares. Pourquoi 50 hectares? 50 hectares, c'est typiquement le nombre d'hectares que cette ferme a fait régulièrement. Et on a voulu se mettre dans un vrai contexte. Pourquoi? Je reviens à notre exercice qui était de tirer tous les enseignements en tant que constructeur de machines agricoles, en tant que outil de robotique par rapport à l'agriculteur, en tant que sentiment de l'agriculteur par rapport à ce qu'il a à faire, etc. Donc c'était important d'être sur une surface assez conséquente pour voir assez de choses, et non pas à 3000 hectares, parce qu'arrive un moment, on va dire qu'on a les choses qui se stabilisent. Alors, normalement, on va avoir la petite vidéo qui va partir, qui résume le challenge au global. Alors, quelques petites phrases. Janvier 2017, on s'est rencontré avec la start-up Agriculture, qui avait un système de guidage performant, et on a fait un POC, des essais. On a vu l'intérêt de ce système, et on s'est défini ce challenge. Donc ce challenge, il n'est pas contre une autre technologie de robotique, on est bien d'accord. Il a été contre une technologie de l'agriculture d'aujourd'hui face à une agriculture robotique de demain. Donc on va avoir les différentes phases de conception, les différentes phases d'assemblage des plateformes, avec des métiers complètement différents pour les constructeurs, beaucoup plus d'électronique. Donc une infrastructure, le déplacement des robots. Et là, les premières étapes. Alors, pour avoir été avec Christophe, ses équipes et les équipes de Kuhn sur le terrain, c'était relativement impressionnant pour nous d'avoir pour la première fois des robots qui se lançaient sur une parcelle de 50 hectares, qui est quand même quelque chose d'assez important, et d'avoir des engins qui font leurs allers-retours tout seuls, qui se managent entre eux, et qui font tout le travail. C'est relativement important pour des gens et impressionnant par rapport à ce qu'on peut connaître dans différents pays, même si tout à l'heure on parlait du Kazakhstan ou ces pays où on voit des grandes machines qui peuvent un petit peu surprendre, il y a des moments, mais là le fait de ne pas avoir d'humains qui managent les choses était intéressante. La problématique de la partie semi en règle générale, c'est qu'on va avoir une notion de chargement d'intrants, de gestion des intrants avec des outils là aussi, savoir gérer les volumes restants dans les trémies, savoir remplir les trémies ou ces choses-là.
Donc la partie semis qui était notre opération principale, hein, l'agriculteur dans tout le challenge était, c'est le semis. On sait qu'aujourd'hui on dit 80% de la récolte peut être liée au semis, au résultat du semis ou à la qualité du semis. Donc là on voit des étapes avec un robot qui doit être en amont du deuxième, parce qu'en fait c'est lui qui met la fertie doit être avant le semis. Donc comme je le disais tout à l'heure, de la modulation de dose sur le semis de fertilisation, sur le semis de graines. La partie pulvée, qui est une partie importante avec deux phases pour nous. La pulvée localisée uniquement sur le rang de maïs pour diminuer les intrants. Première phase, sur toute la surface de la parcelle. Deuxième phase, une parcelle relativement sale en début de challenge nous a obligés à définir des zones et à les pulvériser en plein dans ces zones avec des produits plus particuliers, donc ciblés. Un métier dont on a pu parler ce matin plusieurs fois, le désherbage mécanique. Donc là, bien sûr, hein, des semaines se sont passées entre les différentes étapes, retrouver le guidage, se repositionner dans le guidage et repositionner les outils. Toute une difficulté. Et donc on a terminé avec une dernière opération qui était la fertilisation, au détail près que le maïs pousse très vite, il a fait très très beau, et donc en fait on s'est rendu compte que le maïs poussait trop vite. Et donc on a commencé à faire cette fertilisation et en fait très rapidement on s'est rendu compte que les capteurs qui garantissaient la sécurité étaient enclenchés par les cannes de maïs qui étaient trop importantes. Et du coup on a dû faire un choix, soit continuer et finalement exposer les personnes qui pouvaient éventuellement entrer dans le champ à des problèmes, soit arrêter. Et donc on a dû arrêter la fertilisation de manière un peu prématurée. Oups. Toc. Donc globalement, sur les différentes opérations, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que on a semé les 50 hectares. On a semé les 50 hectares, on a travaillé le sol sur la majorité de la surface. On a fertilisé en modulant en starter la totalité de la surface. On a planté les 90% de la surface qu'on voulait planter. On est allé même donc pulvériser de manière localisée sur le rang et on a même fait une opération supplémentaire de spot spraying sur des zones extrêmement enherbées. Pour la partie désherbage mécanisé, on a dû en faire beaucoup moins, tout simplement parce qu'on avait des adventices qui étaient extrêmement bien implantés, le liseron en particulier, et qui empêchaient finalement le système de ne pas le système arracher les pieds de maïs avec le liseron. Donc on a dû ne pas aller jusqu'au bout pour garder le maïs. Et pour la fertilisation, je vous l'ai expliqué juste avant, on a dû s'arrêter parce que pour des raisons de sécurité, le maïs était extrêmement haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on fait le bilan de ce challenge? Pour nous, constructeurs de machines agricoles, l'intérêt était aussi de travailler avec une start-up. Hein. C'était aussi un petit peu la notion de témoignage aujourd'hui. Ça a été un contrat rempli. Faire travailler une équipe d'une start-up et un grand groupe avec une structure, ce n'est pas forcément à première vue évident. On a pu le faire, on a pu se confronter et se cumuler sur ce challenge et travailler là-dessus. Premier point. Deuxième point, comme on l'a dit, on considère que malgré que toutes les étapes n'ont pas été faites à 100%, on a fait assez dans chaque étape pour avoir assez de données. Et assez de données, ça va jusqu'à justement le sentiment de l'agriculteur, le sentiment de passants qui ont pu passer à côté de ces parcelles et voir les robots en fonctionnement et nous demander qu'est-ce qui se passe. Voilà. Une petite anecdote, hein, un agriculteur voisin qui a à peu près 300 hectares s'est arrêté et à un moment me dit qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique, hein, on est en train de semer
avec des engins autonomes. Et son premier réflexe, il est surprenant mais compréhensible, ça a été de dire mais si demain il y a ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on discutait ce matin avec Gaëtan, dans le maraîchage, on n'est pas dans ce schéma-là, parce que dans le maraîchage, la partie manque de moyens humains est sûrement plus prépondérant. Là, de ce côté-là, l'agriculteur s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je lui ai dit, quel est l'intérêt pour vous de faire des allers-retours dans le champ, au volant de votre tracteur, sur X hectares? Votre passion, à vous, elle est sûrement de vérifier la profondeur de semis, de pouvoir choisir peut-être des paramètres divers et variés et d'avoir le temps de le faire. Et il me dit, c'est vrai, aujourd'hui, quand je fais mes allers-retours, ok, je m'arrête, je regarde, je gratte un petit peu, je vois que c'est bon, je repars. Et du coup, je ne peux pas prendre le temps de bien me concentrer sur mon métier de base, qui est l'agriculture. Et ça, c'est important. Et une fois que ce déclic-là, il est fait, on aura sûrement un peu plus de facilité, quand on l'a vu ce midi, à faire comprendre aux gens que ça a aussi un intérêt pour l'agriculture au global. Donc voilà les différents points. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, ce challenge, c'est sur une culture en rang, le maïs. Donc aujourd'hui, on analyse concrètement à essayer d'autres pistes. On parlait ce matin beaucoup de la betterave. La betterave est aussi une autre culture en plante qui est consommatrice de main-d'œuvre par rapport au désherbage. Donc, pourquoi pas continuer à travailler sur des challenges comme ça, des preuves de concept, créer de la maturité pour nous constructeurs, de la maturité pour les agriculteurs, de la maturité, on parlait de chambres d'agriculture ou de choses comme ça, aussi travailler avec des organismes de ce type. Autre point qui est important, c'est la sécurité. On l'a vu, nos capteurs de sécurité, dans certains contextes, ont eu un effet, on va dire, négatif. Il faut travailler sur la sécurité. Travailler sur la sécurité, ça fait partie d'un groupe français qui s'appelle Robagri. C'est aussi de travailler avec l'ensemble des partenaires du monde agricole et du monde agricole de la robotique pour définir des règles pour demain et aider à ce que ces règles soient définies par les différents États, cohérentes avec ce qu'on va pouvoir y faire en termes de coûts, parce que là aussi, l'objectif est d'avoir des engins qui vont être cohérents en termes de coûts. Donc voilà, donc différentes pistes s'offrent à nous. Et en tant que constructeur, on ne les traite pas tout seul. Aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu différentes choses. Aujourd'hui, en tant que constructeur, on ne construit pas nos machines dans notre coin et ensuite on les met à disposition des agriculteurs. En fait, on part souvent d'une analyse du besoin avec des agriculteurs. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas le tour entier du monde. C'est des agriculteurs qu'on peut avoir en relations diverses et variées. On va construire une première machine, un premier objectif, et ensuite on va l'essayer avec ces agriculteurs et on va faire de la mise au point. Et bien là, l'objectif aussi sur la robotique est encore plus fort, c'est qu'il va falloir se mettre autour de la table avec les agriculteurs, encore plus peut-être que pour les machines standards, avec, je le disais, toutes ces chambres d'agriculture, tous les partenaires, toutes les coopératives qui vont peut-être demain entrer dans ce sujet. On parlait aussi du réseau dans la partie démonstration ou présentation de John Deere. C'est un point important. Le réseau sera important dans ce secteur de la robotique, avec différents intervenants en vue de demain de définir les bons outils, les bonnes machines pour répondre à cette problématique. Une particularité? Maybe? Comment? C'est bon? Over? Yeah. But you can stay with us. Vous pouvez rester avec nous et répondre aux questions qui vont être posées, mais nous allons maintenant entendre les deux orateurs suivants qui vont nous parler du projet Hans Reactor. So I'm calling Richard Green and Jonathan Gill. It works. Bonjour. Nous travaillons pour une association d'agriculteurs qui fait partie de l'université. Ça fait également... Nous travaillons également avec d'autres partenaires pour essayer d'impliquer les petites et moyennes entreprises sur le marché.
Ce projet a vu le jour lorsque le professeur Blackmore a eu l'idée de ce qu'il appelait l'hectare autonome. Il voulait des cultures qui soient produites entièrement en utilisant des robots. Il en parlait beaucoup, mais en fait, il n'avait rien fait à ce sujet. Et deux de nos chercheurs, Jonathan Gill et Kit Franklin, ont décidé en fait de faire quelque chose. Ils ont coopéré avec Clive Blacker de Precision Decision. Ils ont demandé une petite somme d'argent, 200 000 € pour un projet d'1 an. Et en 1 an, de bout en bout, du début à la fin, ils ont décidé de créer l'équipement, de le fabriquer et de produire toute une récolte de la semaille à la récolte en utilisant des robots. Tout le travail d'agronomie se ferait en utilisant des robots. Tous les tests, tous les essais, l'échantillonnage du sol, tout serait fait en utilisant des robots. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'à aucun moment dans toute l'année, personne n'a été autorisé à pénétrer sur ce champ. Jonathan et Kit n'auraient pas été disponibles. Depuis lors, donc, Jonathan a pu venir et je pense qu'il vaudrait mieux que vous l'écoutiez directement. Merci beaucoup pour cette introduction et merci de m'écouter maintenant. Donc, une petite vidéo pour vous montrer que c'est réel. Voici un hectare main libre. Nous avons un tracteur autonome qui circule dans notre champ. C'est toujours utile d'avoir un pilote de drone à bord. Donc, nous avons fait des opérations de pulvérisation. Nous avons complété cette récolte dans un hectare tout à fait autonome. Nous avons automatisé une moissonneuse de 25 ans sur un terrain, sur une parcelle, pour travailler en tandem. Et là, les deux systèmes fonctionnent parallèlement. Et donc, dans tout le processus, nous avons pu augmenter ainsi la rapidité de la récolte. Et donc, c'était simplement pour vous montrer que cela s'est vraiment passé. J'ai démarré ce projet avec mon collègue de travail, Kate, parce que nous étions frustrés de voir l'état de l'agriculture et de voir que personne ne faisait rien. Il y avait beaucoup d'équipements automatisés depuis de nombreuses années, mais ça ne sortait pas, disons, des essais ou sur des terrains de foot, par exemple. Et donc, nous voyons deux images ici qui vous donnent une idée. Nous avons une moissonneuse-batteuse et nous avons un système de pulvérisation qui va bien au-delà des capacités de résolution requises pour faire pousser nos récoltes. Et donc, nous avons de grandes machines, nous avons un manque de résolution et donc nous avons décidé de changer les choses un petit peu. À l'origine, nous avions des chevaux qui tiraient des charrues. C'était bien, mais après, il y a eu la révolution industrielle où les machines sont apparues et des machines qui allaient provoquer des tassements de sol. Et il faut savoir que au temps de la guerre au Royaume-Uni, la plupart des terres agricoles ont été récoltées de cette façon,
par rapport à ce que nous faisons maintenant avec les méthodologies actuelles. Et maintenant, nous avons des machines plus importantes, des machines absolument massives qui coûtent une fortune et qui ne résolvent pas nécessairement certains des problèmes. Et nous avons des machines de plus en plus grandes parce que nous avons des fenêtres de temps de plus en plus courtes pour travailler sur le terrain. Après, il faut toujours avoir un meilleur tracteur que le voisin. Il faut avoir toute la puissance nécessaire au cas où il y aurait un problème. Et donc, nous avons décidé de mettre en place ce projet de l'hectare main libre. Alors, il a fallu fixer des règles, avoir des machines automatisées qui pourraient être contrôlées à distance sans qu'il n'y ait d'agronome sur le terrain. Et en fait, nous ne voulions pas que ces agronomes s'impliquent du tout dans le travail. Et donc, nous sommes allés dans le premier champ, tout à fait autonome, pour un projet d'une année. En fait, l'idée, c'était que nous voulions changer les perceptions et améliorer une couverture en temps réel. Vous êtes convaincus que de la robotique en agriculture, que c'est un mélange de plusieurs choses, mais il y a plusieurs années, tout au début, au Royaume-Uni, surtout, on ne pouvait pas garantir que les personnes comprendraient ce que la révolution robotique pourrait aider à faire et à résoudre certains des problèmes comme les tassements de sol accrus. Et nous voulions vraiment nous assurer que nous trouverions les solutions. Et surtout, à l'université, nous voulions éduquer les jeunes qui voulaient travailler dans l'agriculture et la prochaine génération d'agriculteurs. Donc, voilà, nous avions notre champ, un terrain, un hectare, pardon, où rien n'avait été fait avant. Et nous avons suivi une méthodologie d'agriculture de précision. Mais nous n'avons pas pu respecter cela entièrement à cause de la largeur des équipements. Donc, personne n'est allé sur ce champ pendant toute la période du projet. Donc, nous avons dû faire tout notre travail d'agronomie avec des systèmes de drones. Les drones ne peuvent pas tout faire, mais j'ai réalisé très rapidement que tout comme avec des radiographies à l'hôpital où vous pouvez avoir une image, il faut quand même un médecin pour voir quel est votre problème, ce qui vous fait mal. Et là, c'est la même chose. Il fallait des drones pour prendre des exemples physiques de ce qu'il se passait. Donc, nous avons des images standards et nous avons un indice qui nous permet de voir exactement ce qui se passe sur le terrain dans notre champ. Voilà les opérations sur le terrain. Nous avons utilisé un herbicide général avant la récolte. Nous avons planté et fertilisé en même temps, le même jour. Ensuite, nous avons passé le rouleau sur les semences pour empêcher les oiseaux de les manger. Nous avons pulvérisé avec un fongicide, fertilisé, ensuite un PGR avec des micronutriments pour nous assurer que rien ne tombait, surtout avec une moissonneuse robotisée. Nous avons essayé de tout couvrir. Ensuite, nous avons posé un herbicide sélectif. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Nous voulons nous assurer que tout allait se passer correctement. Nous ne voulions pas avoir de bourrage de nos machines et nous assurer qu'elles allaient bien couper. Et ensuite, nous avons fait la récolte le jour de l'anniversaire de mon ami, le 6 septembre. Et donc, nous avons rentré notre récolte d'orge et ça a été fantastique. La différence entre ce projet et bien d'autres projets qui ont été réalisés dans les universités, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien, la différence, c'est que
Il n'y a pas de divulgation, il n'y a pas de brevet. Tout le monde comprend ce qui va se passer. Les médias, en fait, permettent de briser les barrières, de faire tomber toutes les barrières et de partager tout en même temps. Alors, même des problèmes, d'ailleurs, qui allaient se poser, nous avons pu nous assurer que nous allions essayer de les résoudre. Et nous avons eu toutes ces personnes qui ont suivi notre projet sur Twitter, Facebook et YouTube. 2640 sur Twitter, 1259 sur Facebook, 335 abonnés de YouTube, 78 000 visites. Tout cela parce que c'est bien d'avoir une bonne histoire, une belle histoire de l'agriculture plutôt que de montrer les aspects négatifs. C'est bien de voir un avenir utopique un petit peu où nous pourrons travailler main dans la main avec les systèmes robotiques pour que notre vie en soit facilitée, pour que les tâches désagréables soient faites par des robots. Quelles sont les implications sur le secteur de cette nouvelle industrie? Eh bien, on peut avoir plusieurs véhicules qui travaillent ensemble et que ces grandes machines ne peuvent être remplacées par un plus grand nombre de petites machines travaillant ensemble. On n'en connaît pas encore la taille, mais on s'en rapproche. Et ensuite, permettre la commercialisation. Nous connaissons les implications de nouveaux secteurs industriels. Tout le monde observe les nouveaux véhicules que nous avons, mais il y a des acteurs importants dans ce système. Il y a le Japon, Kubota, il y a une ferme du Canada, avec toutes sortes de machines fantastiques qui sont en train de changer le concept de faire de l'agriculture. Nous voulions pouvoir montrer à la nouvelle génération d'agriculteurs tout ceci pour que nos systèmes puissent commencer à permettre de résoudre les problèmes. Ce qui est très enthousiasmant dans ce que nous avons fait, il y a trois personnes, là, y compris moi-même, qui avons réalisé ce projet tout entier. Nous avons pu travailler ensemble avec nos agronomes, notre agronome Hutchinson. Nous avons pu tout couvrir et tout faire ensemble. Et nous avons pu nous assurer que le travail physique était fait par nous-mêmes. Je me suis assurée que le tracteur fonctionnait et nous avons pu ainsi remplir toutes les lacunes et couvrir toutes les tâches. Et avec les bonnes personnes au bon moment, on peut faire en sorte que ces technologies travaillent toutes ensemble pour le bien de l'industrie. L'an dernier, nous avons eu ce bouleversement chez les jeunes et il est important de permettre aux projets futurs de se faire et de pouvoir montrer ce qu'on peut réaliser grâce à la technologie. Donc, comment nous améliorer? Au cours de notre première année, nous n'avons pas fait un travail excellent. Vous voyez les zones grises ici de nos champs. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas fait un travail excellent. Les systèmes d'autopilote coûtaient 200 livres. C'est mieux. C'est mieux que de le faire soi-même et nous avons pu tout améliorer l'année suivante pour nous assurer que ce que nous avions appris de cette culture d'orge, nous le mettions en pratique l'année suivante. Et au moment de la récolte, en même temps, nous avions amené les graines, les céréales chez le meunier. Et donc, nous voyons ce projet de bout en bout, du début à la fin. Donc, nous avons la capacité de faire des choses et de travailler dans les champs. Vous savez, il pleut au Royaume-Uni
mais on peut continuer à travailler avec une machine qui ne tasse pas les sols, même pendant la nuit, pendant les pluies. Et donc, nous avons pu travailler pendant les 117 à 160 jours de pluie. Le système a pris les décisions pour nous. Donc, les nouveaux projets, vous nous avez certainement suivis sur les réseaux, mais nous voulons permettre à nos champs de se reposer un petit peu à la terre, de se reposer et de rester en jachère pendant un certain temps. Mais nous voulons avoir un système de communication à grande vitesse à partir d'un serveur jusqu'à nos véhicules. Et un tracteur où toutes les communications seraient dirigées en dehors de la ferme, en dehors de la ferme. Et ainsi, les capacités seraient améliorées plutôt que d'avoir de gros informateurs embarqués sur le tracteur. Nous travaillons sur un autre nouveau projet également, le contrôle des véhicules autonomes. Nous essayons de les faire circuler sur plusieurs types de terrains, pour nous assurer que nous n'allons pas écraser quelqu'un qui se trouve devant nous. Il est important de faire en sorte que ces véhicules contournent les obstacles. Tous ces problèmes, nous essayons de les appréhender en même temps. Et on doit travailler ensemble plutôt que de garder ces informations en silo. Et il est important de travailler ensemble. Je suis un grand défenseur de la technologie open source et de la communication open source. Là, on a fait 1 hectare, d'accord. On a pu éliminer certaines barrières. Où allons-nous ensuite? Eh bien, nous allons essayer de mettre en place une ferme main libre, avoir un grand nombre de véhicules travaillant ensemble en temps réel pour faire tout ce dont on parle aujourd'hui. On veut avoir une ferme pilote au Royaume-Uni où l'on pourra enseigner les générations futures d'agriculteurs, leur montrer comment les tracteurs intelligents peuvent travailler ensemble avec des capteurs intelligents et tout cela, et montrer qu'une fois pour toutes, on peut mieux faire les choses si on ajoute l'automatisation. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mes coordonnées. Si vous voulez chatter, parler du projet, vous pouvez nous contacter tous les deux. Et si vous voulez savoir exactement où nous sommes, eh bien, nous sommes là. Merci de votre attention. Et je conclus sur ces mots. Merci. John, maybe you can go back and sit if we have some questions for one of the two projects or both of projects. Are there questions? Y a-t-il des questions, des commentaires et des remarques? Yeah, I was just wondering, do you envision also to use, let's say, different types of... Je voudrais savoir si ça ne serait peut-être pas bien d'envisager de nouveaux types d'équipements plutôt que d'essayer d'adapter des équipements existants. Je parle de l'avenir, bien sûr. Eh bien, en fait, nous avons opté pour ces équipements, ces machines traditionnelles déjà existantes parce qu'elles sont déjà là, elles sont déjà disponibles. Et bien sûr, nous avons vu ça avec la première présentation, mais nous avons besoin d'une feuille de route pour introduire de nouveaux équipements. Et pour ce faire, nous avons besoin de technologies adaptables et bien adaptées. Et nous avons pensé qu'avec ces équipements, nous pouvions petit à petit sensibiliser les agriculteurs aux possibilités qui leur seraient offertes en robotisant, en automatisant des machines préexistantes.
C'est vrai que de notre côté, Kuhn, en tant que constructeur de machines agricoles, on s'est permis de construire ou de faire évoluer les machines en fonction des différents itinéraires. Donc on ne peut pas considérer que dans le Challenge Chantéol, on a pris des machines standards. On a pris des morceaux de machines qui existent, qu'on a adaptés pour l'adapter, on va dire, à cet engin autonome qui est un mini, on va dire, automoteur, comme on peut appeler une moissonneuse-batteuse, qui est à chaque fois un mini-engin adapté à son métier, tout en gardant une plateforme motrice qui est adaptable à plusieurs fonctions. Are there other questions? Yes. Hi, Jonathan, does it feel like this time it's different? Like the question I'm trying to answer to myself is, we see Vous diriez que après avoir vu ces robots que l'on a dans la salle d'exposition, après ces robots que l'on a vus dans les différentes présentations, vous diriez que nous sommes dans des temps qui changent, à une période différente. Both the companies here, why do both of you feel, 2018? Pensez-vous que nous sommes arrivés à un stade en 2018, nous sommes arrivés au moment précis où les gens sont prêts pour ce type d'évolution et ce type d'adaptation et ce type de mise en œuvre au champ, on va dire? Et pour vous répondre, je dirais oui. Oui, le moment est venu. Nous avons toute une quantité de projets qui sont en cours. Maintenant, je sais combien ça coûte d'automatiser un tracteur. Je sais combien ça m'a coûté pour mon challenge, pour le défi que nous avons conduit. Et nous avons tous une idée des coûts et toute la technologie que nous avons appliquée sur le tracteur que j'ai présenté ont été achetées sur Amazon ou autre. Et donc, ceci permet d'automatiser des machines qui peuvent donc faire un bond en avant et qui peuvent permettre de réutiliser des machines qui auraient pu paraître obsolètes. Pensez aux moissonneuses batteuses. Eh bien, elles peuvent être mises au goût du jour et cela nous permet d'avoir donc des machines qui soient revampées, entre guillemets. Et la révolution du téléphone mobile, du téléphone portable nous a permis de faire des bonds en avant et d'avoir d'autres applications. Et je crois que c'est la même chose avec la robotisation. De la même manière, les ordinateurs sont bien plus puissants à l'heure actuelle. Et je crois que nous avons tout un champ de possibles en termes de capacité, que le moment est venu de faire de reprendre ce tournant et de faire ce choix. Si on regarde les financements à venir, dans les 10 années à venir, les financements pour le domaine de la robotisation, eh bien, on voit très clairement on voit que les financements vont cibler également des PME et qu'en fait, la recherche va céder le pas et va ouvrir les vannes aux petites, moyennes entreprises qui vont prendre maintenant le relais grâce, entre autres, à des financements dont elles vont pouvoir bénéficier. Un point par rapport à la technique. La technique côté conception des engins, technologie, composants, coûts, on voit qu'on s'en rapproche. Donc il y a plus des décennies pour arriver à l'objectif. Par contre, une grosse problématique qui a été déjà citée ce matin et qui n'est pas le cas en Europe et qui n'est pas le cas dans plein de pays, hormis pour l'instant au Japon, c'est qu'aujourd'hui, au niveau législation, on ne peut pas mettre d'engins autonomes dans des parcelles. Si un jogger demain se retrouve dans la parcelle
que les moyens de sécurité, malgré qu'ils aient été mis en place, font qu'on a une blessure, on va faire tomber le monde de la robotique agricole en une fraction de seconde. On a pu voir ce qui s'est passé avec le véhicule autonome aux États-Unis. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est probablement plus en termes de législation qu'en termes de technique agricole en soi. Thank you. Some other questions, maybe? Yeah. Bonjour, Olivier Favaron d'Unilet. J'avais une question pour Santéol. Vous avez été sur une grande parcelle, 50 hectares quand même. Quel est le retour par rapport au débit de chantier, par rapport à du binage, par rapport au semis sur juste 3 rangs? Est-ce que c'était satisfaisant? Quel retour vous avez par rapport à ça? L'objectif était de coller au plus proche de ce qui se faisait avec un tracteur. Et donc, semer... alors pour la partie travail du sol, on était autour de 7 à 9 km/h. Pour la partie semis, on était entre 5 et 7 km/h. Avec un robot, on allait plus vite que l'agriculteur sur la parcelle qui avait un vieux semoir 6 rangs. Voilà. Bon, c'était un vieux semoir. Et pour les autres opérations, on collait relativement proche, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on était relativement proche de ce qui se faisait globalement sur les opérations, à part la partie pulvérisation, où on est relativement lent, parce qu'on est au maximum autour de 9 km/h, quand on peut pulvériser à haute vitesse. Mais l'objectif, c'est de saisir l'opportunité de la robotique pour aller faire de la pulvérisation de précision, et donc on ne peut plus forcément se permettre d'aller à 20 km/h pour aller faire de la pulvérisation. On saisit cette opportunité d'être lent. On parlait tout à l'heure de mise au point. Il faut être honnête, on était aussi au travers de ce challenge dans la mise au point des engins. Donc en fait, dans les parties, on va dire, on a pu avoir des engins qui ont bossé 24 heures. On a des comparatifs, mais on ne l'a pas sur tout l'itinéraire. Donc c'est probablement les étapes suivantes l'année prochaine ou plus tard de vraiment faire des comparatifs exacts, mais en prenant toute la logistique, probablement l'ensemble du chantier, les pauses du chauffeur pour s'arrêter manger, contrairement au robot et ces choses-là. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a pu voir dans le challenge, on est cohérent. Il faudra affiner ces points-là dans les futures étapes. Ok, merci. Another question, someone else? Yes. Hi. Do you think your challenge will Pensez-vous que ce challenge aurait donné les mêmes résultats dans un verger? For both, huh? Yeah. I completely agree. The entire project for the Hands-Free Hectare was actually run. Ce projet a été conduit pour des cultures combinées. Nous avons voulu une vitrine relativement simple. J'en avais un petit peu marre de voir des tracteurs qui tournaient et tournaient sans vraiment rien faire. Et c'est vrai que nos technologies nous ont permis de soulever des lièvres en quelque sorte et de voir ce que ça voulait dire que de naviguer, d'avoir ces systèmes de navigation par GPS, qu'est-ce que ça voulait dire de travailler dans d'autres environnements. Et je pense qu'effectivement, nous n'allons pas hésiter à tester les choses dans des exploitations fruitières, dans des vergers. Nous avons déjà pas mal travaillé, notamment pour la culture de la fraise.
Et nous avons encore pas mal de défis à relever en termes de récolte, de cueillette. On a beaucoup travaillé sur la pulvérisation, sur les traitements des récoltes. C'est vrai que c'est faisable, vous l'avez vu, que ce soit dans les vignobles, dans les vergers, etc. En ce qui concerne la cueillette ou la récolte, eh bien, je dirais que les choses sont différentes et nous allons devoir relever pas mal de défis. Pour ce qui est des fraises, nous sommes arrivés à cueillir 20 fraises à la minute, ce qui correspond à ce que fait un être humain ou ce que peut faire un être humain. Mais nous avons toujours le problème des grappes de fraises parce que sur une même grappe, certaines sont mûres, certaines ne le sont moins. Et il est très difficile de visualiser tout cela. Nous travaillons encore sur ce sujet, nous continuons à nous y atteler et nous le faisons grâce à, bien sûr, notre réflexion et à une technologie appropriée. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas à même d'y arriver sur plusieurs points, sur plusieurs sites en Europe. Kuhn, on n'est pas forcément, nous, spécialistes de ce type de produit, donc je ne peux pas vraiment répondre si l'application, la duplication de ce qu'on a pu faire du challenge serait possible. Et côté agriculture, on a un robot qui est terriblement plus petit que celui qu'on fait avec Kuhn, qui a vocation à aller sur ce type de culture, et il sera exploité sur des fraises de plein champ dès 2019. Maybe a last question? Oh. Thank you for raising up your hand. So, robotics in agriculture in general could be very expensive. La robotique pourrait s'avérer très onéreuse. Il faut bien sûr des experts de traitement de données, il faut des experts sur les robots. Alors pourquoi ne pas penser à une initiative en open source? Ça pourrait être super intéressant et ça pourrait devenir viable d'un point de vue commercial. Ça pourrait inciter des gens à choisir ce type de perspective et ça pourrait accélérer les évolutions. Pourquoi avons-nous choisi cet équipement, ce tracteur? C'est parce qu'il était déjà disponible, parce qu'il est connu de tous les gens du secteur en tous les cas. Et donc, ce que nous voulions, c'est juste rajouter des éléments. Et ces équipements, ces machines, ces véhicules sont courants. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Mais bien sûr qu'à l'avenir, nous souhaitons utiliser des machines beaucoup plus petites qui sont-elles utilisées au maximum de leur potentiel? Ça n'est pas sûr. Il y a des gens qui essaient d'aller vers l'open source et ses capacités avec des machines ayant une capacité de traitement plus limitée. Et je suis convaincue que cela est possible. Il y a d'autres entreprises et de nombreuses entreprises qui utilisent un rover, type le rover qui va dans l'espace. Et nous avons d'autres systèmes équipés de GPS qui fonctionnent déjà bien au Canada. Et donc, ces systèmes ayant vraiment toutes les capacités d'un système entièrement autonome et qui, en fait, sont à un niveau supérieur en matière de performance. Ce que nous avons voulu montrer aujourd'hui, c'est ce à quoi l'agriculture pourrait ressembler d'ici 2050. Et en fait, il faut éviter aussi de faire trop peur aux agriculteurs, aux fermiers, car auquel cas, ça sera totalement contre-productif.
Et en choisissant le tracteur que je vous ai montré tout à l'heure, les gens se sentent davantage impliqués, ils ont davantage confiance et ils comprennent un petit peu mieux la façon dont les choses pourraient être réalisées avec l'aide de l'automatisation de façon plus fine, plus précise. Et je peux envisager un avenir, un futur dans lequel certaines des activités se feront de façon totalement automatisée. Ça peut être la pulvérisation ou dans un autre cas, ça peut être l'ensemencement, etc. Et je crois que tout ça, ça pourrait être possible grâce à la révolution de l'open source et grâce à toutes les potentialités ou tout le champ des possibles ouvert sur Internet. Si vous allez en ce sens, à l'heure actuelle, c'est encore très cher. Pour pas mal de choses, nous pouvons adapter les tracteurs existants et sans que cela ne coûte trop cher. Et il y a 9-10 mois, j'ai approché Alco, j'ai vu avec eux ce qui pouvait se faire et on va sûrement travailler un petit peu plus en avant sur le sujet et on parviendra à réduire les coûts. Robotiser des tracteurs traditionnels, ça ne revient pas si cher que ça. Je ne sais pas si la notion de réduction des coûts passera par des choses en open source. Je n'ai pas aujourd'hui assez d'expérience sur ce sujet. Un point qui a été cité dans votre question, si je l'ai bien compris, et je rejoins ce qui a été dit par mon collègue, il est important de ne pas faire peur aux agriculteurs. Et il faut rappeler, et c'est ce qu'on a pu nous vivre dans le challenge, c'est qu'au départ, la profondeur de semis du maïs, même si ça va être automatisé et robotisé sur 50 hectares, c'est l'agriculteur qui va vous donner cette valeur, qui peut avoir issue de cartes de préconisation, d'humidité du sol, etc. Mais ça reste lui le maître d'œuvre et c'est lui qui va donner la consigne. Ensuite, l'engin peut être assez intelligent pour garder cette profondeur-là, peu importe la qualité du sol au travers la parcelle, et garder cette profondeur. Mais on a tout intérêt, et surtout dans les premières phases, à garder la valeur de l'agriculteur et à redonner la valeur à l'agriculteur, parce qu'aujourd'hui, il se prend sûrement plus ce temps de bien affiner ses réglages de sa machine, parce qu'il veut du débit de chantier, parce que la cible météo est de plus en plus petite, et il veut du débit de chantier. Et aujourd'hui, lui ramener ce débit de chantier par des engins autonomes, mais le ramener à sa valeur de base qui est de choisir les bons réglages pour sa machine, mais surtout choisir les bons réglages pour ses plantes, pour que ces plantes soient efficientes, etc. Et ça, c'est un point important. Donc je rejoins sur le fait de attention aux steps qu'on va devoir passer pour amener cette technologie aux agriculteurs. Thank you very much. Thanks to all of you. Merci à toutes et à tous.